Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons changé totalement de décor. On se trouve à la chapelle Saint-Sauveur, près de la tour de l'horloge, pour la journée des patrimoines. Voici les titres de ce jour. La réouverture tant attendue du musée des Beaux-Arts, après 5 ans de travaux, l'ancien musée d'art et d'histoire de Draguignan est devenu un somptueux musée des Beaux-Arts qui ouvrira le 16 novembre prochain. Les trésors du royaume de Lotharingie, une exposition ouverte du 1er juillet jusqu'au 8 octobre qui consacre ses œuvres à l'art carolingien. Pour finir, de l'analyse des raisins à sa mise en bouteille, il est le spécialiste derrière les vins que nous buvons. Emmanuel Bonnier, un œnologue conseil, nous parlera de son métier avec passion. Avant de débuter avec nos reportages de la semaine, les Journées du patrimoine fêtent leur 40e édition. Les thèmes retenus cette année sont patrimoine vivant et patrimoine du sport. Les Journées du patrimoine sont l'opportunité de visiter des monuments habituellement fermés au public, de découvrir l'histoire de sa ville et d'apprendre en s'amusant. Venez nombreux le samedi 16, une balade médiévale vous sera présentée par Résine Média, qui vous plongera dans le temps pour vous faire découvrir Draguignan au Moyen-Âge. Munissez-vous simplement de votre téléphone car c'est une aventure numérique avec une histoire mystérieuse, mais qui grâce à des reconstitutions 3D, des énigmes et des jeux, vous allez pouvoir progresser dans votre enquête. Et bien sûr, de nombreuses autres animations sont au programme à Draguignan. Je vous laisserai le découvrir en entier dans la rubrique Agenda du JDV. En attendant, je vous invite à découvrir un reportage consacré à ces journées européennes des patrimoines, réalisé par Victor Lebel et Nicolas Natalini. Ce week-end, les Journées européennes du patrimoine s'invitent à Draguignan. À cette occasion, la ville se prépare à mettre sa richesse culturelle au premier plan, avec comme chef d'orchestre, Monsieur le maire. Les Journées du patrimoine, non seulement sur la communauté d'agglomération, mais sur la ville de Draguignan. Vous avez un programme qui est à votre disposition. On va avoir le musée des arts et traditions populaires, des animations dans la sous-préfecture, à la chapelle du Flyhosquet, l'ouverture à la Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var. Il y a tous les sites patrimoniaux qui sont ouverts, évidemment pas celui de la tour de l'horloge où nous sommes, puisqu'elle est en pleine réfection. En plus de ces monuments, la ville met également ses associations sur le devant de la scène, avec de nombreuses activités prévues pour le 16 et le 17 par le tribunal de Draguignan, la forteresse du Dragon et évidemment Résine Média. Alors bonjour, donc Résine Média va présenter ses 3 balades numériques lors de la journée des patrimoines, samedi 16. Et surtout particulièrement la balade médiévale qui est sa dernière en date. Donc ça sera son inauguration samedi à 10h. Donc toute l'équipe Résine Média travaille depuis 1 an dessus. Ce sera un voyage dans le temps autour de l'époque médiévale où vous pourrez découvrir Draguignan comme s'il était au Moyen-Âge. Et l'après-midi, vous pourrez voir encore le quartier des Arts qui permet de présenter ce quartier de la période médiévale à la période des années 60 et maintenant. Et dans un dernier temps, notre 3e balade numérique, le chemin de l'eau, qui met en avant l'eau à Draguignan de l'époque du 19e, avec ses moulins et l'importance de l'eau. Voilà. Je vous invite tous à venir nous voir. Je vous donne rendez-vous à 10h au Domaine du Dragon et précisément à la forteresse du Dragon. Vous allez découvrir justement cet édifice. Vous savez que l'année dernière on a pu voir la basse cour et là vous allez voir la haute cour avec une grande tour, avec justement la chapelle des songes et différentes représentations des métiers qu'il pouvait y avoir au Moyen-Âge et démonstrations de tir à l'arc et d'arbalète. Donc rendez-vous dimanche à la forteresse du Dragon pour de belles aventures. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes attendus nombreux au tribunal judiciaire de Draguignan. Nous avons prévu justement pour les journées européennes du patrimoine plusieurs activités dont notamment des visites guidées, des ateliers de police scientifique avec des démonstrations. Un stand de conciliateur sera présent sur place et il y aura également une exposition des logos parce que nous avons une nouvelle identité visuelle. Finalement, tenez-vous prêts pour ce week-end européen du patrimoine à Draguignan, une occasion à ne pas manquer pour redécouvrir notre histoire culturelle. 5 ans après sa fermeture pour travaux, l'immense chantier du musée des Beaux-Arts de Draguignan se termine enfin. La réouverture du musée est prévue le 16 novembre 2023 et vous prévoit un tout nouveau parcours de visite. Des collections permanentes exposées telles que des peintures, sculptures et des objets archéologiques. L'enjeu de la rénovation est aussi bien de les valoriser.
Un reportage de Maureen Lannes, Mathieu Edinger et Kylian Rambourg. Bonjour Monsieur Rimaud. Donc vous êtes le directeur du nouveau musée des Beaux-Arts de Draguignan et vous allez nous parler un petit peu des travaux qui ont eu lieu récemment et qui sont encore en cours. Oui, alors c'est un chantier qui était devenu nécessaire depuis assez longtemps pour différentes raisons, parce que les moyens techniques du musée, les aménagements du musée ne convenaient plus par rapport aux normes de présentation, aux normes de conservation préventive, et puis à l'évolution des musées en fait depuis déjà plusieurs décennies, un peu partout en France. Il y a régulièrement des chantiers de rénovation qui se lancent pour des raisons comparables. Il y a aussi un élan politique, c'est vrai que c'est un projet qui a été voulu de manière express par le maire, Richard Strambio, quand il a été élu. Donc ça, c'est un facteur déclencheur important. Il y avait la nécessité de le faire, et puis il y a un conservateur qui est arrivé, qui a été nommé à ce moment-là aussi, Grégoire Allais, pour lancer et porter ce beau projet de rénovation. Ça fait plusieurs décennies, sinon depuis le 19e siècle, qu'on souhaite que le musée puisse bénéficier d'espaces plus importants pour pouvoir présenter plus de collections. Donc le premier objectif, c'était de reconquérir ou de conquérir l'ensemble de ce bâtiment et de le consacrer entièrement et exclusivement au musée des Beaux-Arts. Et aujourd'hui, on a toute la surface du bâtiment qui est consacrée à toutes les fonctions d'un musée, c'est-à-dire la conservation avec les réserves, la présentation des collections, mais aussi les espaces de travail pour le personnel. D'accord. Donc du coup, au niveau des collections, on peut dire qu'elles se sont enrichies par rapport à celles qu'on pouvait voir dans l'ancien musée? Oui, oui. Des acquisitions? Nettement. Alors il y a des fausses acquisitions, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui étaient déjà dans les collections, mais qui ont été restaurées et qui parfois sont complètement été transformées par la restauration. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui n'étaient pas regardées, pas étudiées, pas documentées, plutôt en réserve, et qui là deviennent des œuvres importantes du parcours. Et puis il y a aussi des dépôts d'œuvres par d'autres musées, donc il y a une vingtaine de dépôts à peu près. Alors je crois que les travaux ont duré assez longtemps, ce qui a fait que beaucoup de Dracénois se sont posé des questions. Est-ce que vous pouvez leur répondre, justement leur dire pourquoi les travaux ont été si longs? Oui, il y a eu plusieurs facteurs qui sont intervenus. C'est vrai que c'est un chantier qui n'a pas eu beaucoup de chance parce que il y a souvent du retard sur les chantiers, mais là il y a eu beaucoup de retard parce qu'il y a eu un nombre assez étonnant de facteurs qui se sont réunis. D'une part, il y a eu des entreprises qui ont été défectueuses, donc c'est-à-dire qu'on a lancé des travaux avec des entreprises qui ensuite ont fait défaut, donc il a fallu recruter en cours de route de nouvelles entreprises, ce qui a pas mal de conséquences au niveau juridique, économique, etc. Et puis il y a eu également les circonstances générales qui ont été la pandémie du Covid, les ralentissements dans les approvisionnements ensuite. On a tous envie, je crois, et moi le premier, que le musée ouvre, parce qu'il y a une vraie curiosité, j'ai l'impression, qu'elle est sincère de la part des habitants déjà, qui se demandent à quoi va ressembler ce nouveau musée. Pour la réouverture, il y a une exposition de dessins. Enfin, c'est plutôt une exposition sur un artiste dont on a essentiellement des dessins, qui est un artiste dracénois, qui s'appelle Amable Lombard, qui a vécu au XIXe siècle. Et il n'y a pas énormément d'artistes dracénois. Et on a tout un fonds de dessins qui est arrivé au musée et qui sont des dessins d'apprentissage lorsqu'il est parti se former à l'école des Beaux-Arts à Paris dans les années 1860. Donc c'est plusieurs dizaines d'études d'anatomie, de moulage de plâtre. Ça permet justement de compléter la redécouverte du parcours qui est l'événement en fait, de la réouverture, c'est vraiment le musée. On n'a pas souhaité faire une exposition temporaire extrêmement ambitieuse avec plein de prêts, etc. parce que c'est pas, je ne crois pas que ce soit juste par rapport à l'enjeu de cette réouverture qui est de rendre le musée aux habitants et aux visiteurs. Mais on apporte quelque chose qu'on ne peut pas montrer en général et qui vient compléter aussi le discours sur les artistes qu'on va tenir dans le musée, parce que là on va parler d'apprentissage par exemple. Passons maintenant à une exposition inédite et pas n'importe laquelle, celle des trésors du royaume de Lotharingie. L'exposition met en avant l'histoire de ce royaume souvent méconnu, ainsi que l'exceptionnelle richesse de l'art carolingien.
Plus de 150 œuvres rares, dont l'héritage de Charlemagne, prêtées par des musées de toute l'Europe, sont exposées au public. Un reportage de Sarah Catherine et Sylvain Rosadini. À l'hôtel des expositions du Var, situé à Draguignan, se tient depuis le 1er juillet et jusqu'au 8 octobre l'exposition Trésor du royaume de Lotharingie, l'héritage de Charlemagne, consacrée à l'art carolingien. Plus de 150 œuvres rares sont exposées sur 3 étages. Terence Filonzuc, médiateur culturel, nous a accueillis le temps d'un après-midi pour nous présenter ces pièces rares. C'est une exposition qui a été mise en place notamment grâce avec le partenariat de la commissaire d'exposition, Madame Isabelle Bardiès-Fronti, et aussi j'aimerais citer toutes les personnes qui ont travaillé autour de cette exposition, c'est-à-dire le service exposition qui est sur Toulon, et aussi toutes les personnes qui gravitent, qui permettent à cette exposition de vivre, c'est-à-dire que ce soit les agents de sécurité ou les agents d'accueil qui accueillent le public finalement tous les jours pour ouvrir cette exposition à tous les publics, aux Varois et aussi à tous les visiteurs qui viennent voir cette exposition consacrée à la Lotharingie, à Charlemagne et sa descendance. Tout au long de la visite, les œuvres précieuses viennent témoigner d'un Moyen-Âge où l'art revêt une importance certaine, bien loin des stéréotypes négatifs que l'on porte parfois sur cette époque historique. Terence nous a expliqué plus en détail certaines des œuvres phares de l'exposition. J'ai envie de vous présenter l'applique anthropomorphe qui est ici, juste ici. Donc cette applique, en fait, il y a toute une histoire derrière. Il faut savoir que celle-ci, donc c'est ce petit personnage que vous voyez ici, en fait, a été retrouvé à Myklebostadt, une ville en Norvège, à l'orée du cercle arctique. Donc on il doit faire très très froid. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que ce petit personnage qui est ici provenait certainement d'Irlande. Donc peut-être que cette pièce a été rapportée par les Vikings lors d'un raid, peut-être aussi lors d'échanges commerciaux. Et en fait, ce qu'il faut voir sur cette applique, c'est déjà ce qu'on appelle les millefiori, c'est-à-dire les différents éléments qui composent le corps de cette applique anthropomorphe. Et du coup, j'inviterai tous les visiteurs à regarder les détails de ces millefiori qui sont vraiment minuscules. Et ça en dit long sur notamment l'art qu'il pouvait avoir à cette époque-là. Parmi les nombreuses œuvres exposées, le diplôme de Charlemagne, au premier étage, accueille le visiteur et nous éclaire sur la mise en page des documents officiels de l'époque. Un diplôme, qu'est-ce que c'est déjà? En gros, c'est un acte administratif. Dans 90% du temps, ça parle d'une donation. Donc, ça va être un petit peu l'objet d'ailleurs de ce diplôme. Donc là, c'est une donation de la forêt de Kitzheim à l'abbaye de Saint-Hippolyte. Et celui-ci, on sait qu'il a été visé par Charlemagne. Les diplômes sont toujours finalement construits de la même façon. En gros, on va retrouver en haut une première ligne avec des caractères plus allongés. Quelque part, c'est le titre. Ensuite, on va retrouver le corps du texte qui va nous décrire un petit peu la composition du diplôme. Et enfin, la partie qui nous intéresse, c'est la partie qui est tout en bas, c'est ce qu'on appelle l'escatocole. Et c'est la partie qui termine un document. Et du coup, dans cette partie, on va retrouver plusieurs éléments. On va retrouver notamment ici 4 lettres en forme de croix qui sont KRLS, qui font directement référence à Carolus Charlemagne. Donc, on va aussi retrouver une sorte de dessin qui se trouve juste à côté du sceau, c'est ce qu'on appelle la ruche, et cet élément permet d'identifier la chancellerie, d'où provient le diplôme. Et enfin, le sceau, souvent frappé avec ce qu'on appelle des intailles, et en fait permet de quelque part certifier le document. Et tout en bas, on va retrouver notamment le lieu de conception et la date à laquelle ce diplôme a été fabriqué. En plus de l'exposition, toute une programmation culturelle est disponible sur le site internet de l'hôtel des expositions du Var. Le 8 octobre au soir, l'hôtel des expositions fermera ses portes pour une durée de 2 mois avant une réouverture prévue le 16 décembre avec une toute nouvelle exposition consacrée aux défis et sports de l'Antiquité à la Renaissance. Allez, à présent pour clôturer, si je vous dis qu'il est un chef d'orchestre dans le secteur vinicole avec un palais développé, je vous parle bien d'un œnologue que nos reporters sont allés à la rencontre. Emmanuel Bonnier, qui grâce à ses connaissances de cépages, des climats et des savoir-faire, il participe à la montée en qualité d'un vin, un métier passionnant dans ce reportage de Dylan Merlot, Cynthia Bieux et Arthur Millet. Après avoir suivi un parcours assez particulier, Emmanuel Bonnier, fils d'agriculteur, est devenu œnologue. Par la suite, il rachète un laboratoire qu'il transforme en son propre atelier d'œnologie. Le métier d'œnologue conseil, c'est avant tout de se conseiller les viticulteurs pour obtenir leur vin qu'ils désirent. Ce n'est pas forcément le vin qu'on a en tête de faire, c'est qu'on doit essayer d'obtenir le vin qu'ils désirent obtenir et de façon régulière tous les ans. Je pense que la première des qualités, c'est être passionné par son métier. Si on n'est pas passionné, je pense qu'on n'arrive pas à obtenir la quintessence des produits que l'on souhaite. Deuxième chose, il faut avoir une certaine sensibilité quand même. Donc la dégustation, c'est quand même le maître mot d'un œnologue. Donc il faut avoir
d'appétence pour les vins et avoir quelques capacités à déguster, que ce soit au niveau olfactif et gustatif. L'œnologue, qui est un élément clé durant la production de vin, doit savoir être réactif au cas où des défauts apparaissent. Il doit les corriger en étant sûr de lui. On est carrément le garant de la qualité du produit. C'est nous-mêmes qui donnons vraiment le profil du produit que le client souhaite. Donc on lui permet d'obtenir ce profil et ensuite on lui donne toutes les clés pour arriver à ce profil. La qualité, c'est un grand mot qui, pour beaucoup de personnes, ne veut pas dire la même chose. Parce qu'un grand vin ou un bon vin, pour vous, c'est pas forcément la même chose que pour moi. Donc une qualité, ça doit correspondre au profil sensoriel désiré. Donc si on veut des vins structurés, si on veut des vins légers, des vins fruités, des vins boisés, on doit pouvoir obtenir ce qu'on recherche. J'essaye de trouver les caractéristiques de chaque bouteille. Et ensuite, donc en fonction de ce qu'on veut obtenir, on va réaliser des assemblages pour faire les différentes cuvées souhaitées. Et en dégustation, en bouche, on a aussi toute la palette aromatique qui se dévoile, et par rétro-olfaction aussi, ça nous permet de compléter, on va dire, les senteurs qu'on peut avoir au nez. Ça se révèle encore plus en bouche par rétro-olfaction. Et maintenant Mathieu pour la rubrique sport. Bienvenue sur Infosport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Aujourd'hui, édition spéciale, c'est la dernière que je présente, je laisse donc le soin à Adam, votre chroniqueur préféré, de vous faire connaître les actualités et résultats sportifs en Dracénie. Allez, on commence par du football et le changement de direction avec l'arrivée de Nicolas Verdier à la tête de l'Académie Club Flyos-Caise. Avec pas loin de 90 adhérents et 8 animateurs, le club de football de Flyos compte bien se relancer sur le long terme. La saison est lancée pour le Duc Athlétisme avec les Benjamins, avec du travail de rythme, le groupe de sprint est, ainsi qu'un gros travail du temps de réaction. Très prochainement, nous reprendrons nos reportages au sein des associations et clubs avec la présentation de l'escrime dracénoise et son sympathique maître d'armes, Julien Mérat. Et pour finir cette rubrique, le BMX dracénois organise comme chaque année la Coupe du Var ici même à Draguignan à la Fourx le 8 octobre 2023. Voilà, c'était Infosport. Au revoir. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Je voulais ajouter, j'ai apprécié travailler avec notre team, ceux devant, mais aussi derrière les caméras, en commençant par nos présentateurs et chroniqueurs. Les monteurs, les caméramans, Cynthia, partie trop tôt, Victor, partie trop tard, Alicia, la nouvelle star, ainsi qu'Adam. Nos braves Dylan et Kylian, toujours présents et au top niveau technique. Nicolas, l'homme le plus classe du monde, Maxime et Sarah au montage et habillage, mais aussi Maëlie, notre CM et maquilleuse en chef. Je voudrais également saluer Christelle Brochet qui m'a fait confiance, ainsi qu'à toute la troupe qui bosse autour d'Infosport, de l'Hebdo du Dragon et pour Canal D. Pour finir, je voudrais remercier nos encadrants, Ange et son célèbre Bermuda et son calme olympien, lui qui m'a laissé la chance de présenter ma chronique et a appris à aimer mon travail. À Isabelle qui m'a recruté alors que je me suis présenté en short claquette, à Gabriel qui supporte mon rire qui résonne dans les couloirs. À vous tous je dis un grand merci pour ce que vous m'avez apporté, cette bonne humeur et surtout votre sympathie. Voilà, c'était Infosport, au revoir. Merci Mathieu pour cette dernière et belle présentation. Nous te souhaitons plein de bonnes choses pour la suite. Dans l'agenda de ce week-end, on termine la semaine avec des journées européennes du patrimoine qui se dérouleront du samedi 16 au dimanche 17 septembre dans de nombreux lieux culturels de Draguignan. Pour sa 40e édition, vous allez pouvoir profiter de nombreuses activités dans les monuments emblématiques de votre région, comme des visites guidées, des